Sur la télévision Labari, le point de l'actualité en ce mardi 8 octobre. Madame, messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal et merci d'être avec nous. Et en plateau ce soir avec nous, monsieur Omar Kainé, chef de département vente et distribution à Sahelcom. Monsieur Omar, bonsoir. Bonsoir. Et à tout à l'heure. À l'entame de ce journal, le concours national de plaidoirie 8e édition a été lancé ce matin dans les locaux de la FCEJ. C'est une activité à l'actif du CICR au parcours déjà très élogieux au dur des participants, solennel également sous la présidence du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, nous rapporte Ibrahim Tikiré. En partenariat avec la Faculté des sciences économiques et juridiques de l'Université Abdou-Moumouni de Niamey, le Comité international de la Croix-Rouge CICR a organisé ce 8 octobre 2013 une conférence suivie d'un concours de plaidoirie dans l'amphithéâtre de la F16. Mais ce sont d'abord les allocutions qui ont constitué le plat d'entrée pour l'assistance composée en grande partie de la communauté universitaire et des forces de défense et de sécurité. Le mot de bienvenue du doyen de la F16 qui a salué le partenariat depuis des années entre la F16 et le CICR, une organisation promotrice du droit international humanitaire qui a soutenu au Niger les forces armées et la communauté universitaire en vue de faciliter l'appropriation et l'intégration de cette matière dans les lois nationales, la formation militaire et dans l'enseignement universitaire. L'année passée, dans cette même salle, je me réjouissais du projet de création par la Faculté des sciences économiques et juridiques de l'Université de Niamey d'un centre d'enseignement, de recherche et d'études sur le droit humanitaire et sur les droits de l'homme. Et j'encourageais les autorités académiques à accélérer la matérialisation de ce projet. Je me réjouis aujourd'hui de constater que ce projet est devenu une réalité et qu'il pourrait dès lors constituer l'élément catalyseur de la plateforme idéale pour la réflexion et l'action en vue du développement du DIH dans les milieux universitaires et pour un public plus large. Permettez-moi de saisir cette opportunité pour réitérer la disponibilité du CICR à accompagner l'opérationnalisation de ce centre dans la mesure de ses moyens. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a salué une initiative du CICR par l'organisation du 8e concours national de plaidoirie. Grâce à l'initiative et la persévérance de la Faculté des sciences économiques et juridiques et du Comité international de la Croix-Rouge, le concours de plaidoirie en droit international humanitaire constitue désormais une activité majeure de l'agenda académique. Initié en 2003, le concours, aujourd'hui à sa 8e édition, a permis à plusieurs promotions d'étudiants en droit, mais aussi en médecine, sociologie, journalisme, administration, magistrature et à des élèves officiels de l'armée et de la police de démontrer leur talent d'orateur dans la défense des causes fictives bien sûr, mais bien souvent proches des tristes réalités du monde contemporain. Après les allocutions, le public a suivi une conférence sur le thème Convention de Genève de 1864 à nos jours, avancées et défis en matière de protection des victimes des conflits armés. Une conférence débat animée par Aboubakar Medouka, directeur du Centre d'enseignement, de recherche et d'études en droit humanitaire et en droit de l'homme, avec comme contributeur Jean-Nicolas Marty, chef de délégation du CICR au Niger, et Seydou Arji comme modérateur. Il ressort des interventions que le DIH a connu des évolutions, mais des défis subsistent. Puis vint le concours national de plaidoirie qui a opposé deux équipes d'étudiants en droit de la F16. Après avoir rivalisé autour d'un cas fictif mettant en jeu des situations appelant à l'application du DIH et au respect de l'action humanitaire, c'est le bureau du procureur qui a remporté le premier prix composé d'un trophée et d'une enveloppe. C'est vraiment un réel sentiment de joie et de satisfaction qui m'anime en ces moments. Ça n'a pas été facile, mais avec l'aide du Seigneur et par le travail dur, et nous avons pu vraiment arriver là. Quand vous regardez mes yeux, vous sentez que vraiment il y a eu un travail à la base. On a sérieusement travaillé et par la grâce de Dieu, aujourd'hui nous avons pu arriver à décrocher ce trophée. L'équipe perdante n'a pas démérité, elle a aussi vraiment travaillé, elle s'est battue, mais il faut qu'un meilleur gagne.
Et le jury nous a désignés, et ce n'est pas parce que nous sommes mieux que les autres, mais c'est tout simplement parce que vraiment c'était notre tour de remporter cette année. Si nous sommes parvenus à ce point aujourd'hui, c'est parce que tout simplement le CICR a créé en nous un sentiment d'amour à l'égard du droit international humanitaire. En plus des récompenses par équipe, les 3 meilleurs plaideurs ont été désignés pour représenter l'Université de Niamey au concours régional de plaidoirie en droit international humanitaire prévu à Tunis et qui réunira des étudiants de plusieurs États d'Afrique francophone. Une conférence débat qui en chasse une autre, Ibrahim Tikiré, celle d'hier du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire ROTAB en collaboration avec le Centre pour la démocratie et le développement et OSIWA. Objectif poursuivi, rôle et mission des institutions républicaines dans la défense et la consolidation de la démocratie du Niger. Assoumana China et Halidou Bourema nous en donnent les détails. Cette conférence débat entre dans le cadre des activités commémoratives de la journée de la démocratie de l'Union africaine célébrée le 15 septembre de chaque année. Rôle et mission des institutions républicaines de la défense et la consolidation de la démocratie du Niger, thème de cette rencontre développée par Dr Issoufou Yahya, politologue. Celles sur lesquelles va porter mon propos, c'est d'abord l'Assemblée nationale et la Cour constitutionnelle. J'aurais bien aimé parler du Conseil constitutionnel dans son origine ailleurs. En quoi l'Assemblée nationale est importante dans la défense et la consolidation de la démocratie? D'abord, quelles sont ses attributions, quelles sont ses missions? C'est, comme chacun le sait, de voter la loi et de consentir l'impôt. C'est aussi de contrôler l'action gouvernementale telle que libellée au niveau de l'article 90 de la Constitution de la 7e République. Il y a, dans le cadre toujours de cette défense de la démocratie, entendue comme le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple, les interpellations des ministres, à commencer par le premier d'entre eux. Donc, chaque ministre, par rapport à sa gestion quotidienne, est tenu de répondre présent à la convocation de l'Assemblée nationale, à l'interpellation de l'Assemblée nationale. La deuxième communication a été axée sur la charte africaine, sur la démocratie et la bonne gouvernance. En effet, dans un contexte régional fait de crises à répétition dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest, il paraissait plus que nécessaire que ces instruments qui défendent tous des valeurs comme la démocratie, la bonne gouvernance, à travers la promotion des droits comme le droit à la liberté d'expression et d'information, les droits comme celle de la femme, le droit des minorités, la séparation des pouvoirs et bien d'autres soient connus de tous les enfants d'Afrique. Aussi, un tour d'horizon de l'actualité montre le bien fondé de ce projet, car 50 ans après les indépendances, la démocratie peine à être une réalité dans le continent africain. Le multipartisme est certes désormais inscrit dans la plupart des constitutions et même les régimes les plus rigides cherchent à se donner une façade de pluralisme politique, mais néanmoins, il faut noter que des résistances sont encore nombreuses. Plusieurs participants, dont des membres du gouvernement, ont pris la parole pour apporter leur contribution ou poser des questions afin d'éclairer davantage le public sur l'essence de cette conférence débat. Ce qu'il faut retenir, c'est que la société civile doit rester crédible afin qu'elle joue pleinement son rôle de défense de la démocratie. Les membres du gouvernement à une conférence débat, ça n'arrive pas souvent. Venons-en à présent à notre invité du jour, M. Omar Kane, chef département vente et distribution à Sahel comme M. Kane. Bonsoir à nouveau. Bonsoir. Monsieur Kane, vous arrivez, m'a-t-on chuchoté sur ce plateau avec de bonnes nouvelles, la baisse notamment de vos tarifs. Parlez-nous-en. Ok, merci. Je remercie la télé La Bari. Donc Sahel comme informe ses clients et nos futurs clients aussi qu'à partir de demain 9 octobre, nous allons ramener nos tarifs d'une manière exceptionnelle à 1 franc par seconde vers tous les réseaux du Niger. Et les avantages, parlez-nous-en. Donc les avantages, les clients n'auront plus à se soucier de compter la tarification.
Donc vous allez multiplier par 1, qui est l'élément net de la division, de la multiplication. Donc quel que soit l'appel que vous allez émettre à partir de votre numéro Sahelcom vers tous les réseaux du Niger, c'est 1 franc la seconde. Continuons ce journal alors, avec notre deuxième titre du jour. Il a du nez, c'est l'expression consacrée et accumule les prouesses. Notre centre de coordination de lutte anti-drogue. La dernière prouesse s'entend est la saisie d'une importante quantité de cocaïne à l'aéroport international Djori Hamani de Niamey. Le trafiquant et sa marchandise ont été présentés cet après-midi même à Niamey à la presse. Voyons cela de plus près avec Souley Moumouni Barma et Sadou Doumi. De nationalité étrangère, le trafiquant porteur de cette importante quantité de cocaïne estimée à 5,333 kg qui coûterait au moins 320 millions de francs CFA a réussi à échapper à la vigilance des services de sécurité de plusieurs pays, depuis le Brésil jusqu'à Lomé, et c'est au Niger que la police a mis la main sur lui à base d'informations parvenues d'avance. Le suspect en question a usé d'un certain nombre de moyens qui lui semblent être personnels, des cylindres d'engin à 2 roues spécialement conçus avec de l'aluminium ont servi de cachette pour la marchandise qui serait en destination d'un pays voisin. Avec une réquisition, nous sommes transportés au niveau de l'hôpital national de Niamey pour la radiographie de l'estomac. À ce niveau aussi, on n'a rien trouvé aussi à ce niveau. Le scannage aussi n'a rien donné. Et une fois de retour à la base, nous avons jugé utile de vérifier encore une fois de plus les 3 sacs de cet individu. Et ces 3 sacs que vous avez vus de vous-même contenaient des pièces détachées. Et ce monsieur avait quitté le Brésil via Lomé pour le Niger avec l'intention d'acheminer la marchandise dans un pays voisin. Après l'arrestation de ce trafiquant à l'aéroport international de Niamey, un de ses 4 complices est tombé entre les mains de la police départementale de Koni, pendant que les 3 autres sont activement recherchés par les services compétents. Ce qui a attiré l'attention des éléments de la cellule antidrogue est le suivant. Dans un premier temps, les pistons ne correspondaient pas du tout au cylindre. Raison pour laquelle nous avons fait appel à un spécialiste, donc plus précisément un garagiste, qui, après avoir scié les 5 cylindres, nous avons retrouvé à l'intérieur de ces cylindres de la poudre blanche. Après une analyse, le résultat a confirmé que cette poudre blanche n'est que de la cocaïne. La quantité de cette cocaïne est de 5,333 kg. Donc, qui équivaut à une somme de 320 millions de francs CFA. Ces gens, au fait, ils sont au nombre de 5. Le second a été pris grâce à un message radio au niveau de la police départementale de Koni, que nous tenons à saluer au passage. Et les 3 autres sont en cavale et nous sommes toujours à leur poursuite. Et plaise à Dieu, nous finirons par mettre la main sur ces derniers. Une fois de plus, coup de chapeau à la police nationale qui ne cesse toujours de fournir d'efforts pour épargner la population de toute menace de quelque nature qu'elle soit. Il convient à cette même population de collaborer pour que la police puisse accomplir convenablement sa mission de sécurisation des personnes et leurs biens partout où elles se trouvent au Niger. Et en plateau, nous nous inclinons face au talent. Le bout du tunnel est manifestement encore loin pour l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, encore devant la presse ce mardi. Le bon fonctionnement de son institution est gravement entamé, dit-elle, et ce n'est pas tout. À y écouter son secrétaire général adjoint, Abou Kouini Abdul Kader. Écoutons-le.
nous avions constaté un rejet massif des dossiers des étudiants de la première année, c'est-à-dire les nouveaux bacheliers qui devraient s'inscrire en première année. On a constaté un rejet de milliers de dossiers. Et la question fondamentale qui tourne autour de ces rejets, c'est le manque d'infrastructures là où les cours devraient se tenir. Nous avions rencontré les autorités académiques et les autorités politiques. Nous nous sommes convenus de voir les autorités politiques pour mettre à la disposition de l'université Abdou Moumouni de Niamey les édifices publics. Et les autorités ont accepté, mais jusqu'à présent, ça reste au discours théorique. Nous n'avons pas vu le concret et les cours ont commencé. Ces étudiants dont les dossiers ont été rejetés n'ont pas commencé jusqu'à présent à prendre cours. Un autre élément, c'est l'insuffisance et l'indisponibilité des enseignants-chercheurs. Aujourd'hui, l'université Abdou Moumouni de Niamey, par rapport au nombre des étudiants, a un nombre des enseignants-chercheurs qui est extrêmement insuffisant et qui ne peut même pas être comparé au nombre des enseignants-chercheurs de la sous-région. Donc c'est pourquoi nous exigeons des autorités un recrutement massif des enseignants. Et l'indisponibilité des enseignants, c'est qu'il y a des enseignants qui ne s'acquittent pas de leurs obligations. Souvent, ils se consacrent beaucoup plus aux consultations privées, notamment en dispensant les cours dans des instituts ou bien aux consultations dans les cabinets des ministères à la primature et à la présidence. C'est pourquoi nous appelons à ce niveau que ces enseignants-là puissent être rappelés à l'ordre et qu'ils puissent savoir que s'ils n'ont pas le temps à consacrer à l'université, qu'ils puissent quand même donner la latitude aux autorités académiques de procéder au nouveau recrutement parce qu'on ne peut pas contraindre quelqu'un à rester. Un autre point, c'est sur le plan social. Aujourd'hui, la capacité d'accueil du campus universitaire est extrêmement insuffisante parce que ce qu'il faut évoquer, c'est que nous sommes au nombre de 15 000 étudiants. Avec l'arrivée des nouveaux bacheliers, nous serons au nombre de 19 000 étudiants. Or, la capacité d'accueil du campus universitaire est de 1265 lits. Donc, vous voyez, quel qu'en soit quand même le nombre de camarades qui vont se retrouver dans une même chambre, ça ne pouvait pas suffire. Donc, c'est pourquoi nous avions exigé d'abord la finalisation du bâtiment en chantier. Il y a un bâtiment qui est en chantier depuis 2009 et jusqu'à présent, ce n'est pas finalisé. L'entrepreneur a promis de finir les travaux en 2011 et aujourd'hui nous sommes en 2013 avec plus de 2 ans de retard et jusqu'à présent les travaux n'avancent pas. Et nous avions aussi exigé des autorités politiques de prendre à location plusieurs maisons qui sont aux alentours de l'université Abdou Moumouni pour que ça nous serve de cité annexe comme cela a été fait par le passé. Nous avions suivi les points de presse du Premier ministre chef du gouvernement. Elle a fait un certain nombre de promesses, notamment en disant qu'ils vont quand même louer des maisons, en disant aussi qu'ils vont mettre en œuvre tous les moyens pour que les étudiants, les nouveaux bacheliers, puissent quand même accéder à l'université de Niamey. Nous considérons ça comme étant une promesse et nous allons continuer à suivre de près pour que cette parole du Premier ministre puisse être traduite en actes. Parce que ce n'est pas pour la première fois. On nous fait des promesses, mais nous constatons que toujours derrière ces promesses, il y a des manœuvres démagogiques et dilatoires, ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous ne pouvons plus être confiants. Et nous avions fait plusieurs sorties médiatiques. Cette fois-ci, nous le disons avec beaucoup d'assurance, que nous allons utiliser tous les moyens nécessaires pour que nous soyons entendus. La rentrée scolaire 2013-2014, avec son caractère solennel et son entrain, vous l'aviez suivi sur la télévision Labari et nous avons promis ce jour-là, souvenez-vous, de retourner une semaine après pour faire un constat. C'est chose faite depuis ce matin avec une de nos équipes qui est retournée sur ses pas et a fait ce constat. Suivons. Une semaine après la rentrée scolaire 2013-2014, les choses sérieuses ont commencé. Les cours ont démarré dans plusieurs établissements, primaires et collèges de Niamey. Dans les classes, les élèves écoutent attentivement les enseignants. Véritablement, les cours ont commencé. Et cela chez nous depuis la semaine dernière. Donc à quelques 2 jours après le jour J de la rentrée même. Il n'y a aucun inconvénient, vous constatez de vous-même, tout le monde est en classe. Donc nous avons partagé ce que nous avons reçu comme fourniture, le personnel y est, donc il n'y a aucune raison pour que les cours ne puissent vraiment se dérouler comme nous le voulons. On vient de démarrer ce matin. Mais en même temps, les professeurs sont en train de donner aux élèves qui étaient absents
au premier jour de la rentrée, donc les fournitures, on n'a pas eu de problème. Les élèves sont là, les professeurs sont là. Donc, oui, ils sont tous dans les classes. On a eu beaucoup de transferts. Donc, et c'est même ça qui fait qu'on n'a pas assez de classes pour vraiment contenir les transferts. On est obligé de dire donc aux inspecteurs de vraiment laisser tomber les transferts, donc de ne pas nous amener beaucoup de transferts. Nous sommes là pour la rentrée scolaire 2013-2014 et dans l'ensemble, je peux vous dire que tout s'est bien démarré. Nous avons procédé au partage du matériel. Les élèves ont été servis en cahiers et bics et tout. Et aujourd'hui, lundi, nous avons débuté les cours. Il y en a qui ont donné le programme, il y en a qui ont même entamé le programme pour les leçons. Donc vraiment, nous ne détectons pas de problème majeur ni mineur, donc il n'y a pas de problème. Tout s'est bien passé. Les élèves se réjouissent du démarrage des cours dès les premiers jours de la rentrée. On est content cette année, on a partagé des cahiers, des bics, tout comme ça. C'était pas comme ça l'autre année. Maintenant, tout le monde est content. La rentrée s'est bien passée. Les professeurs sont en train de nous donner les programmes. Les autres sont en train de commencer les leçons. On a commencé le programme aujourd'hui. On a vu tous nos professeurs. Ça a été bien passé parce que même aujourd'hui, on a vu beaucoup de professeurs. Quoi. On a commencé aujourd'hui. Signalons que cette année, la rentrée a bien débuté grâce aux autorités en charge de l'éducation. Espérons qu'elle ne connaîtra pas de perturbations comme les années antérieures. L'éducation, parlons-en toujours avec ce reportage dans les lycées de la place. Là-bas, nos reporters ont constaté que la série C n'a plus de cote auprès des élèves. Pourquoi cela? Michel Djidji et Halidou Bourema, encore lui, nous apportent les éléments de réponse. L'on se rappelle que c'est à la rentrée scolaire 2009-2010 que les réformes engagées par le ministère en charge des enseignements moyens et supérieurs, dirigées à l'époque par le professeur Sidikou Oumourou, avaient commencé à être mises en application. Des réformes qui ont permis, entre autres, l'instauration du système de journée continue dans tous les établissements scolaires, publics comme privés, et la suppression de la seconde unique sur toute l'étendue du territoire national au profit du système des séries dès la première année du lycée. Il s'agissait, à travers cette réforme, de faire en sorte que les élèves aient moins d'heures de cours pour les matières scientifiques dans les séries littéraires et vice-versa. Autrement dit, il s'agit de permettre aux élèves de commencer leur spécialisation dès la seconde en fonction de leurs désirs et de leurs compétences. Maintenant, l'élève choisit sa série dès qu'il vient pour la première fois en seconde. Et il y a deux séries, la série A et la série C. Et nous prenons le soin de leur expliquer en long et en large les tenants et les aboutissants de la seconde C et de la seconde A. Un choix qui plonge souvent les concernés dans l'embarras. Aujourd'hui même, j'ai reçu 2 élèves qui étaient inscrits en seconde C et qui veulent se transférer en seconde A. Donc j'ai demandé à ceux qu'ils m'envoient leurs parents, comme ça je vais ensemble avec les parents, nous allons voir ce qu'il y a lieu de faire. Peu importe la série que tu fais, si tu t'exerces, tu travailles, tu trouveras que tout ira mieux. Mais tant que tu ne travailles pas, toute série, même la A, tu trouveras que c'est difficile. Mais tant que tu t'exerces, tout ira mieux, Inch'Allah. Conformément aux objectifs visés, cette réforme a certes permis d'enregistrer ces dernières années des résultats relativement satisfaisants au baccalauréat, mais force est de constater qu'elle n'a pas pu valoriser les séries scientifiques, notamment la série C qui était en souffrance à l'époque. Ainsi, avec le nouveau système, le constat est que bon nombre d'élèves préfèrent choisir la série A dès la seconde, alors que la série C est toujours en décadence. Cette réforme, en tout cas, au vu du constat qui se dégage, n'a pas permis, en tout cas, de valoriser la série C. Parce que vous savez que de plus en plus, c'est une série qui est abandonnée par les élèves et même par les parents. Actuellement, pour vous dire, nous, dans notre établissement, nous avons une seule première C d'une 15aine d'élèves.
nous avons une seule terminale C d'une dizaine d'élèves. Pendant que nous avons 8 terminales D, de en tout cas 50 élèves minimum chacune de ces classes. Une première C, il faut qu'on ait des élèves très forts en maths et en physique. Or, maintenant, avec la baisse de niveau, ces élèves-là sont rares. Et imaginez que ce n'est pas rentable dans une école privée de créer une première C et y loger 2 élèves ou 3. Donc, ce n'est pas rentable de trouver tous les professeurs pour seulement 2 élèves ou 3. Si on ferait une projection, il y a une dizaine d'années de cela, vous allez remarquer que la série C a tendance à disparaître. On a été dans des régions au niveau des jurys du baccalauréat où on ne voit même pas de série C. Il n'y a que des. Et là, la conséquence est là. Vous savez que la science, c'est autre chose. S'il n'y a pas de scientifiques purs, mais comment on peut développer un pays? Selon des acteurs de l'éducation, cette tendance peut changer si la qualité de l'enseignement est améliorée dès à la base, chose qui nécessite le concours de tous et un engagement politique fort qui pourrait permettre de rompre avec les récurrents débrayages et instabilités scolaires pour qu'enfin l'école nigérienne puisse retrouver ses lettres de noblesse. Monsieur Kane, je reviens vers vous après cette série de reportages sur l'éducation, ces élèves, ces jeunes, nombreux, il faut le dire. Qu'est-ce que fait Sahelcom pour leur venir en aide, pour qu'ils aient l'accès facile à la communication? Que faites-vous pour eux? En dehors même de ce tarif exceptionnel que Sahelcom présente aujourd'hui, qui va commencer demain le 9. Donc, quand vous prenez 1 franc la seconde, c'est un tarif orienté ceux qui ont la bourse faible. Et généralement, c'est le monde scolaire qui a une petite bourse. Hormis cette offre, nous avons une offre exceptionnelle, spécialement conçue pour les scolaires, qu'on appelle SIM M40, qui consiste à 20 francs la seconde pour le monde scolaire. Nous avons en plus aussi le forfait pour les étudiants à 2000 francs le mois. Il s'appelle à 0 francs entre étudiants. Tout cela à Sahelcom? À Sahelcom, oui. Et avant de partir, M. Kane, un mot pour tous ces jeunes, tous ces gens à qui vous faites tout ce bien. Donc, Sahelcom est une société nationale. Donc, nous œuvrons pour le développement national. Donc, tous nos prix sont minutieusement étudiés pour faire développer et faire profiter les Nigériens. Tous à Sahelcom? À Sahelcom. Je vous remercie. C'est à moi de vous remercier. Sur ce plateau. C'est à moi de vous remercier. Poursuivons ce journal avec ce reportage, la fête de la Tabaski qui s'approche, l'affluence dans les marchés, les préparatifs qui vont bon train. Une de nos équipes était ce matin au marché de Katako à Niamey. Ce n'est pas aisé, mais nous allons tenter de suivre notre équipe à travers les allées et les travées de ce bouillant marché. Suivant. Bal el-Kébir, c'est dans une semaine. Les fidèles s'activent aux préparatifs et même les forgerons sont dans le moule. Plus de temps à perdre, ils mettent les bouchées doubles pour confectionner les ustensiles de cuisine les plus utilisés pendant la fête de Tabaski. Louches, couteaux, casseroles sont disponibles sur le marché. Les vendeurs voient leur chiffre d'affaires grimper. Chaque client peut en avoir en fonction de sa bourse. C'est un commerce rentable à l'approche de la fête. Ces couteaux sont sollicités dans la plupart des pays voisins vu leur qualité. J'en fabrique 20 couteaux par jour. D'après les clients, les prix de ces instruments sont abordables pour l'instant. Je viens payer ces matériels qui me permettent de dépecer le mouton le jour de la fête de Tabaski. Ils ne sont pas chers. Bien qu'ils soient utilisés, ces objets tranchants s'avèrent dangereux. D'où la nécessité d'être prudent et surtout ne pas laisser à la portée des enfants. Avant de partir, Sahelcom a encore un mot pour nous, je crois comprendre. Merci pour le mot de la fin. On remercie la télé Labari. Donc, Sahelcom souhaite bonne fête à tous nos clients et nos futurs clients à travers ces tarifs de 1 franc la seconde. Et on pense qu'on va bien fêter.
Et c'est avec cette bonne fête, le sourire et la joie qu'apporte Sahel comme à ses clients que nous reformons le journal ce soir. Merci de votre fidélité et excellente fin de soirée en notre compagnie. Au revoir.